Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai présenté la tonne d'achats que j'ai fait pendant ma pause qui a daté de octobre à décembre. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tonne de lectures que j'ai fait. Alors, j'ai fait une petite sélection là aussi, j'ai pas forcément tout mis. J'ai mis cette fois-ci aussi bien du positif que du négatif. Encore une fois, je vais essayer de ne pas trop m'étendre, mais si vous avez envie d'un peu plus de détails sur certaines de mes lectures, mettez-moi ça en commentaire. Et je développerai un tout petit peu plus. On commence avec un peu de DC Comics. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de titres de chez Urban. C'est vrai que je me suis pas mal lancé dans l'indé depuis quelques temps et j'avais envie de reprendre. Je me suis dit tiens, il faut quand même que tu lises. Il y a beaucoup de choses que tu as de côté. Il y a quelques petits bijoux et je savais vraiment pas par quoi commencer. Et finalement, j'ai opté pour la trilogie Paul Dini présente Batman. Voilà, donc ça c'est le tome 1, le tome 2. Et le tome 3. Alors cette trilogie, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce qui m'a attiré déjà, c'est Paul Dini. Alors Paul Dini, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des papas de la série animée des années 90, la meilleure série animée sur Batman à mes yeux. C'est le créateur d'Harley Quinn. Voilà, ce personnage est né dans les années 90 dans cette série animée. Donc je me suis demandé un petit peu ce que ça pourrait donner d'avoir les récits pensés par cet auteur. Et j'ai été agréablement surpris. Alors autant la première histoire, je trouvais ça passable. Et en fait, petit à petit, ça s'est enchaîné. Vraiment comme des épisodes d'un dessin animé où en fait on voit un nouveau méchant qui revient, des méchants un peu inédits aussi. Il y a le metteur en scène, alors je sais plus exactement son nom, mais voilà, il y a un type qui veut faire un film sur la mort de Batman et qui embauche des super vilains pour l'aider, etc. Donc c'était assez surprenant. Il y a la Charpentière, voilà, il y a des gens que je ne connaissais pas du tout, mais il y a quelques surprises quand même assez intéressantes. On retrouve Silence dans le tome 2, avec le cœur de Silence, qui a été édité dans le tome de l'été, je crois, c'était un des numéros, et qui est vraiment bien. On voit en fait ce qu'est devenu Silence, comment il continue à poser des problèmes à Bruce Wayne et à la Batman Family, et c'était vraiment très intéressant et très très bien pensé. J'aurais jamais eu l'idée de ça, franchement. Je vous montre quelques pages, du tome sur Silence par exemple. Voilà une planche où on retrouve Scarface, donc le ventriloque est de retour. On voit Zatanna, je vous en dis pas plus, mais c'était très très bien pensé. Une bonne trilogie, franchement, j'ai passé un bon moment. La lecture n'a pas été trop longue, même si c'était sur 3 tomes. Je la recommande fortement, je mettrai un bon 14, 15 sur 20, honnêtement. C'est très intéressant. Toujours chez Urban, j'ai lu Icône d'Alex Ross. Mon dessinateur préféré, voilà, ça faisait un moment que je l'avais. Alors c'est un grand format pour permettre aux gens de profiter des planches d'Alex Ross et moi j'adore. Il fait du photoréalisme sur les personnages, donc là du coup de la franchise DC Comics, mais il a travaillé également chez Marvel. Il a fait Marvels par exemple. Je suis assez admiratif. Il y a vraiment c'est la vision que j'ai de ces personnages. Alors ce qu'on retrouve dans Icons, en fait c'est au début des histoires sur plusieurs personnages clés de la Justice League. Donc il y a une histoire sur Batman, une sur Wonder Woman, etc., etc. Et en fait on voit que malgré leur bonne volonté, malgré le fait qu'ils soient puissants comme des dieux, ils peuvent pas régler tous les problèmes. On voit notamment Superman qui veut lutter contre la faim dans le monde. On voit Wonder Woman qui se mêle de politique de certains pays qui réduisent les gens en esclavage ou maltraitent une partie de la population. Et ça se passe pas toujours bien. Donc voilà, c'est intéressant de voir que l'auteur prend du recul sur pourtant la toute-puissance américaine et montre que tout le monde n'accepte pas la volonté des Américains de dominer le monde. Donc c'était bien joué de faire ça comme ça. Moi j'adore, c'est un bon 18 sur 20. Il y a d'autres récits à la fin où il y a plusieurs personnages de la Justice League. Si vous aimez le photoréalisme d'Alex Ross, foncez, c'est un indispensable. On part sur du Star Wars. Alors j'ai eu plusieurs lectures alors dans les univers différents. On commence avec Mace Windu qui est paru chez Panini Comics, donc dans le canon officiel. Alors l'histoire c'est Windu et quelques maîtres Jedi qui sont envoyés sur une planète enquêter parce que les séparatistes
juste au moment du déclenchement de la guerre des clones, s'intéressent à cette planète et ont commencé à travailler dessus. L'idée, c'est de montrer que les Jedi endossent le rôle de généraux de guerre et que certains s'opposent à ça, puisque c'est pas leur vocation. L'idée est intéressante, le problème c'est que c'est dans un seul tome, ça devrait être développé un petit peu plus. Le dessin est pas toujours excellent. Alors on est capable de passer à des planches comme ça, où voilà, il y a le mélange clair-obscur qui est vraiment bien retranscrit, à des planches qui sont complètement ratées comme celle-ci où Windu, voilà, le visage est très très mal fait par exemple. Donc le dessin n'appuie pas le récit, les idées pouvaient être bonnes mais manque de développement. Je mettrai un 7 sur 20. On passe sur ma meilleure lecture Star Wars avec l'Empire des Ténèbres qui était à la base en trilogie. Et qui avait été également publié en intégrale chez Delcourt. L'Empire des Ténèbres, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, c'est la suite directe de l'épisode 6. On voit comment l'Alliance continue la guerre juste quelques années après la bataille d'Endor. On voit que l'Empereur revient. Donc on ne sait pas trop comment au début. Enfin voilà, il y a toute une histoire qui sera là aussi reprise dans l'épisode 9. L'ascension de Skywalker, je ne vais pas trop en développer. Donc ça c'est excellent. Ça vaut... Alors, moi je mettrais 16 à 17 pour l'histoire. Par contre graphiquement c'est très particulier. C'est très très particulier. Il y a des dominantes de couleurs qui sont sur certaines planches. Donc là le rouge, là plutôt le bleu et le jaune. Enfin bref, c'est très spécial, notamment sur le visage de certains personnages qu'on connaît. Voilà, Leia, Chewbacca en rouge, mais ça ressort pas mal en fait. C'est assez particulier, mais il faut s'y faire. Honnêtement, je mettrais un bon 17 parce que c'est juste génial. Il y a quelques longueurs, il y a des passages un peu longs, mais franchement, moi je me suis régalé. Je le conseille fortement. J'ai lu également les tomes 15, 16 et 17 des Tortues Ninja par Usha Comics. Donc voilà, je vous ai fait un petit débrief avec l'ami Puppet Comics sur la série régulière, ce qui va bientôt arriver. Je vous mets le lien en haut. Et c'est toujours très bien. Mention spéciale pour la couverture du numéro 16 avec le roi des rats, qui est juste magnifique. Franchement, les tortues, c'est juste génial. Si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez que on arrive au dernier tome avec le tome 19 qui arrive dans quelques mois et le relaunch qui va suivre, puis la IDW Collection. C'est du très bon les tortues, je le conseille, c'est un peu long mais franchement l'histoire est géniale. On passe chez Vestron avec Power Rangers Sins of the Future, un one shot qui ne s'insère pas dans la continuité. Alors pour le débriefer ça va être compliqué, je vous avoue que j'ai oublié beaucoup de choses du titre. C'est une période avec des teams de Rangers que je connais pas, parce que c'est plus loin que moi ce que je connais. Donc si j'ai bien compris c'est avec la Time Force, donc des Rangers de cette équipe là qui font des voyages temporels pour corriger des problèmes, ce genre de choses. Et le souci, c'est qu'elle tombe amoureuse de ce monsieur, qui est un ranger d'une autre équipe. Et voilà, ça pourrait remettre en cause la continuité, il ne faut pas que les Rangers le fassent. Donc, bon, il y a toute une histoire qui s'articule autour de ça. Voilà, si vous connaissez ces deux personnages, ça peut peut-être réveiller quelque chose en vous. Moi, ça ne m'a pas touché parce que je ne les connais pas assez. L'histoire est très classique, c'est le retour dans le passé, le continuum espace-temps. Ça a déjà été vu beaucoup de fois et on tombe dans le piège de ce qui se passe avec un ranger noir qui arrive, qui dézingue tout. Enfin bref, je vais pas trop m'étendre. Pour moi, c'est le moins bon one-shot Power Ranger qui est sorti chez Vestron, clairement. Ça ne veut pas dire que c'est totalement dégueulasse. Hein. Graphiquement, c'est pas vilain, loin de là. Voilà, avec le fameux Ranger noir dont vous parlez. Je recommande ce tome notamment pour les complétistes, pour ceux qui veulent développer leur connaissance des Power Rangers. C'est pour ça que je vais garder ce tome-là. Je soutiens également Vestron qui fait un travail très honorable sur la licence. Merci à eux de continuer à publier. Voilà, bon, je mettrai entre 10 et 12 parce que bon, j'ai pas trouvé ça fou non plus. Toujours au rayon comics, on part cette fois-ci chez Bliss Edition avec Quantum et Woody, la première trilogie. Celle-là, je l'ai eu dans le financement participatif du dernier tome de Quantum et Woody. Donc ça, c'est la première trilogie qui pose les bases des deux personnages.
Je m'étais dit, tiens, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Alors, c'est clairement le duo comique de cet univers-là. C'est à prendre vraiment au 50e degré. C'est pas foufou ce qui se passe, mais on passe un bon moment. Il y a notamment voilà, une chèvre qui tire des lasers avec ses yeux. Qu'est-ce que je voulais que je vous donne comme argument supplémentaire pour vous donner envie d'acheter? Franchement, voilà, c'est du fun. Il faut vraiment pas se prendre la tête. Graphiquement, c'est pas mal du tout. En tout cas pour cette première trilogie. Donc on va voir comment les personnages arrivent dans la situation que je viens de vous montrer et ce qui en découle, qu'est-ce qui va leur arriver. Il y a des complots, il y a des méchants. Alors des méchants de série B ou Z, hein, même attention, hein, c'est vraiment de l'humour et c'est vraiment un peu fou. J'ai également lu du coup la suite qui est The Delinquent. Alors cette fois-ci, c'est l'alliance de Quantum Woody avec Archer et Armstrong. Donc c'était l'occasion de découvrir un petit peu ces deux personnages. Je vous en ai déjà parlé. C'est du fun là aussi, c'est très très marrant. Ça m'a permis de découvrir ces deux persos que je connaissais pas du tout et ça m'a donné envie de les lire. Alors, il y avait également Quantum Woody Must Die, je ne l'ai pas lu parce que j'avais trop lu de Quantum Woody, il fallait que je fasse une pause. Parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même un peu saoulant, hein, c'est vraiment trop décalé à un moment. Et j'ai pas lu le dernier qui est sorti, ça viendra plus tard. Ça reste quand même assez sympa, je mets 12-13, donc c'est vraiment très cool. Toujours chez Valiant et donc chez Bliss, j'ai également lu Dr Tomorrow. Alors, Dr Tomorrow, c'est le premier financement que j'ai fait chez eux. D'ailleurs, ça c'est la couverture inédite au financement sur le Ulule, que je trouve très très bien, qui est un petit hommage à la première couve de Superman qui portait une bagnole. Alors, je l'ai lu parce que Puppet Comics et l'ami Solsta m'ont parlé, me disaient « Ah, tu vas voir, c'est pas fou ». Et je l'ai lu aussi parce que il est très fin et que c'était un one-shot. Effectivement, c'est pas fou. Alors, l'idée, c'est un jeune homme qui a une vie d'adolescent classique, voit arriver du futur lui-même, plus vieux, en super-héros. Donc c'est un lui du futur d'une autre dimension qui arrive, donc on mélange et le voyage temporel et le multivers, et qui vient lui dire qu'il y a un grand méchant, etc. Enfin bon. Donc là aussi on tombe dans le piège du voyage temporel. Alors ils ont introduit ce perso comme ça, c'est un peu dommage parce que je pense que du peu que j'ai lu pour l'instant, c'est potentiellement un des personnages qui est le plus fort au niveau des pouvoirs. Alors, il n'est pas au niveau d'un Alric, de X-O Manowar et d'autres comme Livewire, etc. Mais il a quand même des pouvoirs intéressants. On voit un peu tout son entraînement, je ne vais pas trop revenir dessus. Mais le problème, c'est que voilà, tout est fait en un tome, quoi. C'est un peu dommage parce que du coup, c'est rushé, c'est bâclé à mes yeux et c'est vraiment dommage. Je pense qu'on aurait pu passer à côté d'un personnage assez sympa. Le souci, je pense que du coup, ils l'ont très peu utilisé depuis aux États-Unis. Il a dû tomber dans les oubliettes, à mon avis. Graphiquement, là aussi, c'est très bien. Ça fait vraiment le travail. C'est vraiment dommage de faire un personnage qui est si peu exploité, je pense. Je mettrai 7 ou 8, pareil, sur 20. Pareil pour les complétistes. Alors, il y en a qui ont bien aimé. J'ai vu passer des raisonnements et des gens qui avaient adoré. Alors, mettez-moi en commentaire pourquoi vous avez aimé. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est vraiment pas du troll. Je veux bien qu'on échange pour que vous me disiez pourquoi vous avez aimé. Moi, c'est pas mon cas. Essayez de me faire changer d'avis. On passe au manga avec du Saint Seiya. Alors, vous savez que je vous en parle beaucoup ces derniers temps. On va commencer avec Saint Seiya Sentasho. Alors là, je vous montre que le premier tome, hein, j'ai lu les 16. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une version féminine de Saint Seiya, clairement. Donc c'est plutôt axé pour les jeunes filles. J'ai un avis assez mitigé dessus. Alors, graphiquement, c'est très joli. Graphiquement, franchement, c'est assez cool. L'histoire, c'est une jeune fille qui découvre en fait que sa sœur est une Senta, c'est-à-dire une chevalier d'Athéna qui est une de ses gardes du corps rapprochés, qui a un traitement différent puisqu'elle ne porte pas de masque par exemple. Et cette sœur-là est finalement choisie pour être l'incarnation de la déesse Erin.
Alors Erin, c'est celle qui a la pomme d'or qu'on avait déjà vue dans un OAV, dans un des films qui était sorti. Et donc c'est intéressant de voir que on reprend le bac de l'univers et on le développe un petit peu. Donc grosso modo, ça va être la sœur s'entraîne pour libérer sa grande sœur. Et c'est le combat entre Athéna et Erin. Les points positifs. Pour commencer, ça s'insère bien dans l'histoire d'origine, puisqu'on voit au bout de quelques tomes le tournoi galactique. Alors on voit quelques passages, il y a Seiya qui apparaît, etc. Ça va jusqu'après l'arc du sanctuaire, puisque voilà, Athéna reprend sa place au sanctuaire, et ça se passe juste après. Donc en fait, les chevaliers de bronze sont encore en piteux état, ne sont pas revenus pour attaquer Poséidon, puisque ça s'est pas encore passé. L'histoire développe un petit peu le lore, même si j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fanservice. Certains personnages reviennent d'entre les morts très facilement, certains vraiment trop facilement. Je trouve que certains trucs étaient un peu abusés, voilà, pour reprendre le perso, le réinsérer ailleurs. Bon, ça reste très correct à lire au moins une fois pour tous les fans. La fin est un peu ouverte et ce qui est bien, c'est que cette fin permet de ne pas empiéter sur le lore qui existe déjà. Donc voilà, c'est pas mal. J'espère que voilà, elles seront réutilisées, qu'elles tomberont pas dans l'oubli. Après, voilà, la jeune fille qui s'entraîne 2 secondes avec Marine et qui devient aussi puissante que Seiya, qui a vécu l'horreur en Grèce pendant des années pour maîtriser le météore de Pégase, c'est abusé. Voilà, il y a beaucoup de choses, ça va trop vite pour ce que ça devrait être, ou alors cette jeune fille est un génie du combat et c'est pas juste Cynthia qu'il faut faire, c'est vraiment elle qui doit remplacer les chevaliers de bronze, quoi. Donc voilà, c'est abusé. Mais la lecture est agréable, faut vraiment le prendre tranquille. Dernière grosse lecture, on arrive au bout avec Frankenstein, paru chez Mangetsu. Ce manga m'a été offert par un de mes meilleurs amis, merci Philou, c'était pour mon anniversaire. Alors, c'est l'histoire de Frankenstein qui est revue par Junji Ito, hein, le maître de l'horreur dans le manga. En tout cas, il a été vendu comme ça par l'équipe de Mangetsu. L'édition est super bien. Alors, c'est du dur, la jaquette est très très cool. C'est assez épais comme bébé, franchement. Il y en a pour au moins 23 €, donc ça coûte un peu cher. Il y a toute la collection de Junji Ito qui a été publiée comme ça. Je sais qu'il y a Tomie également, ainsi que d'autres. Alors je vous avoue que l'horreur c'est pas ma cam, donc je l'ai pas développé la collection dessus. En tout cas, j'étais très très content de lire l'histoire de Frankenstein vue par ce mangaka. C'était vraiment très cool. Le dessin est assez particulier, mais ça s'y prête bien puisque en fait on est au début du 19e siècle, donc ça fait une image un peu vieillot qui colle bien à l'atmosphère, j'ai trouvé, franchement. Il faut également savoir que dans ce recueil, il n'y a pas que l'histoire de Frankenstein, il y a également 10 brèves de Junji Ito d'horreur avec en fait des histoires qui suivent. Au début, je pensais pas, mais en fait, si on fait le lien, tout se suit. Donc c'était assez bien pensé. Je vais pas développer plus que ça. Voilà, si l'horreur vous intéresse, foncez dessus. Alors, je mettrai un bon 14, 15 sur 20. Franchement, j'ai passé un bon moment à le lire. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. J'adore lorsqu'on interagit sur nos univers préférés. Dites-moi ce que vous avez lu dernièrement qui vaut le coup. Est-ce que je l'ai lu et on peut en débattre. Si je ne l'ai pas lu, est-ce que ça peut m'intéresser? N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui suivent, qui partagent tout ce que je mets sur les réseaux, qui mettent en avant la chaîne. Ça m'aide grandement et j'espère qu'on va continuer à faire grossir la communauté. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!